Bonjour, c'est la première partie de la deuxième séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année de médecine de l'Université de Patna 2. Dans cette présentation, on est concerné surtout par ce qu'on appelle la notion de test statistique. L'autre fois, dans le cours précédent, ou dans la séance précédente, on a parlé des notions ou de la notion d'intervalle de confiance qui nous permet d'estimer les paramètres de la population mère. Ici, on est concerné par un autre concept très utile en pratique, qui est la notion de test statistique. Donc, on commence par définir ce qu'on appelle l'intervalle de confiance pour la fréquence vraie P. Et la fréquence du succès d'un caractère à deux modalités, succès-échec dans une grande population. Donc ici, on considère une grande population pour laquelle on s'intéresse à la fréquence P du succès d'un certain caractère à deux modalités, succès-échec. On sélectionne dans cette population un échantillon aléatoire de taille n. On note par x le nombre de succès dans cet échantillon. La fréquence du succès dans l'échantillon est donc x sur n qu'on note p tilde. On peut vérifier que P tilde est un estimateur sans biais de P, de la fréquence du succès dans la population mère. On sait également que X suit la loi binomiale de paramètres N et P, et que cette loi binomiale peut être approximée par la loi normale de moyenne mu égale à NP et d'écart type sigma égale la racine carrée de MP fois 1 moins P. Ce résultat nous permet de construire un intervalle de confiance de la fréquence P de la population mère, centré sur la fréquence P tilde du succès dans l'échantillon, par la formulation suivante. Donc si la population mère est très grande, et la taille de l'échantillon est assez grande, pratiquement supérieure à 30, un intervalle de confiance E alpha de la fréquence P du succès dans la population mère, centré sur la fréquence P tilde du succès dans l'échantillon, est donné par la formule suivante. Donc ici, il y a un petit tiret, c'est pas et un des alpha. C'est P, donc c'est P, donc P, la fréquence du succès dans la population. Donc il y a un petit tiret de frappe, il faut la corriger. Donc P est égal à P tilde plus ou moins Z bar alpha fois la racine carrée de P tilde fois 1 moins P tilde sur N. Donc, où Z bar alpha est à calculer dans la table de l'écart réduit de la loi normale réduite sans P. Cette expression signifie que l'intervalle de confiance, c'est un intervalle ayant pour borne inférieure P tilde moins cette quantité et de borne supérieure P tilde plus cette quantité. Donc c'est un intervalle dont le centre est égal à P tilde et dont la longueur est égale à 2 fois cette quantité. Considère un exemple donc. Donc, dans un échantillon aléatoire de 85 patients d'une population de diabétiques traités par un certain médicament pour stabiliser le taux de glycémie, 10 patients parmi ces 85 patients avaient une réaction positive. La question est la suivante. Utilisez le résultat obtenu sur cet échantillon pour trouver un intervalle de confiance au risque de 5%, alpha est égal à 0,05, de la proportion ou de la fréquence P des patients ayant réagi positivement au traitement par ce médicament. Donc ici, on calcule P tilde
du succès dans l'échantillon. Ici, bien sûr, c'est un caractère à deux modalités. Succès, réaction positive, échec, réaction non positive. OK. Donc, la solution, on utilise la formule. Voilà, donc, dans cette formule, on a besoin de pi tilde, la proportion du succès dans l'échantillon, puisque la taille de l'échantillon est 85, et le nombre de succès, c'est 10, donc la proportion du succès dans l'échantillon, c'est x divisé par n, qui est égal à 0,012. On utilise la table 2 pour calculer z bar indice 0,05 qui est égal à 1,96. Bien sûr, on calcule donc, ensuite on calcule la moitié de la longueur de l'intervalle de confiance, voilà, qui est z bar indice alpha, fois la racine carrée de pi tilde fois 1 moins pi tilde sur n. On trouve 0,05. Donc, l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle ayant pour borne inférieure pi tilde moins cette quantité, et pour borne supérieure, pi tilde plus cette quantité. Donc, cette quantité s'appelle l'erreur absolue. Et on peut écrire autrement cet intervalle de confiance de la façon suivante. On écrit P est égal à P tilde plus ou moins l'erreur qui est 0,07. Remarque, l'expression de l'intervalle de confiance développé ici est valable pour les grands échantillons. C'est-à-dire pratiquement pour les échantillons de taille supérieure à 30. Et quand n fois P tilde et n fois m moins P tilde ne sont pas voisins de 0. En pratique, ils doivent être supérieurs à 5. On parle maintenant, on définit ce qu'on appelle l'intervalle de Paris pour la fréquence pi tilde d'un échantillon. L'intervalle de confiance, il nous donne une estimation des paramètres de la population. Dans le cas de proportion, c'est une estimation de la proportion du succès dans la population. Par contre, l'intervalle de Paris nous donne des prévisions pour la valeur de la fréquence du succès dans l'échantillon. L'intervalle de Paris s'appelle également l'intervalle de fluctuation. Donc ici, à partir de la valeur de la fréquence du succès dans la population, c'est-à-dire à partir de P, on construit une approximation de P tilde. Donc, on a cette formule. Okay, on a cette formule. Donc, P tilde, c'est P plus ou moins Z par alpha fois la racine carrée de P moins 1 moins P, c'est R. Donc, P tilde appartient à l'intervalle avec une probabilité alpha de se tromper. P tilde appartient à l'intervalle de borne inférieure P moins cette quantité et pour borne supérieure P plus cette quantité. Bien sûr, Z bar alpha est calculé toujours dans la table de l'écart réduit de la loi normale réduite sans fait. On passe maintenant à la notion essentielle de cette présentation, qui est la notion de test d'hypothèse. C'est une notion très importante en pratique, dans la vie quotidienne. Donc ici, on commence par la comparaison de la moyenne M d'un échantillon à la moyenne vraie mu d'une population. Ce test s'appelle test de conformité. Le principe est le suivant. Donc, connaissons la moyenne vraie mu d'une certaine population et la moyenne M d'un échantillon, pas forcément tirée de la population de moyenne mu, d'une population quelconque. Peut-on accepter avec une probabilité donnée alpha de se tromper l'hypothèse qu'on note H0 et on l'appelle hypothèse nulle, que l'échantillon est issu de cette population? Le principe général est le suivant. Si M appartient à l'intervalle de Paris et tilde alpha, on accepte l'hypothèse nulle H0. Sinon, on la rejette. C'est le principe général pour tout test statistique. On construit d'abord un intervalle de Paris ou un intervalle de fluctuation,
et on vérifie si M appartient à cet intervalle, alors on accepte. Sinon, on la rejette. On donne maintenant la méthode pratique pour réaliser des tests, pour réaliser ce test. Donc, on a une variable aléatoire x, d'espérance mu et des cas type sigma. Et soit x1, x2, ici, une petite élève de frappe, c'est x2, non x1, x1, x2 jusqu'à xn, une suite de n nombres de moyenne n, et des cas type S. K de grand échantillon, c'est-à-dire le cas où n est supérieur à 30. Dans ce cas, l'intervalle de Paris est donné par cette formule. Okay. Donc, l'intervalle de Paris est tilde alpha, c'est l'intervalle de borne inférieure mu moins cette quantité et de borne supérieure mu plus cette quantité. Donc, Z bar alpha, bien sûr, on la calcule dans la table 2. Sigma, c'est l'écart type de la population mère et L, c'est la taille de l'échantillon. L'intervalle de Paris dans le contexte de test statistique s'appelle l'intervalle d'acceptation de l'hypothèse nulle. Ils sont complémentaires, s'appelle l'intervalle de régie de l'hypothèse nulle H0. Les étapes du test. Il y a toujours 4 étapes dans un test statistique. Dans tout test statistique, il y a 4 étapes qu'on va les expliciter dans le cas de notre test de conformité pour une moyenne ou de comparaison d'une moyenne petit m d'un échantillon à la moyenne mu d'une population donnée. 4 étapes. La première étape, c'est la définition de l'hypothèse nulle. Dans notre cas, l'hypothèse nulle, c'est m est égal à mu. L'hypothèse alternative, c'est le contraire, c'est m différent de mu. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on cherche la valeur de z bar alpha dans la table 2. Soit en utilisant la table 2, soit en utilisant la table 1 de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Nous utilisons la relation z bar alpha est égal à z indice 1 moins alpha c'est 2. Cette quantité s'appelle le seuil critique. La troisième étape, c'est le calcul de ce qu'on appelle le T observé, noté TO par la formule suivante. Donc TO, c'est la différence entre la moyenne M de l'échantillon et la moyenne mu de la population mère divisé par l'écart type sigma de la population divisé par la racine de 1. C'est la troisième étape. Donc, la dernière étape, la quatrième étape, c'est la décision. Donc, comme on l'a dit, si TO observé appartient à l'intervalle d'acceptation, alors, au risque alpha, on dit aussi au seuil de signifiance alpha, on accepte l'hypothèse nulle HO. Sinon, c'est-à-dire si TO n'appartient pas à cet intervalle d'acceptation, alors, au risque alpha, on rejette l'hypothèse nulle HO et on accepte l'hypothèse alternative HA. Dans ces 4 étapes, la différence réside toujours dans le seuil critique et la statistique et la formule nous permettant de calculer la statistique de test observé TO. Okay. Donc, dans ce cas, dans le cas de grand échantillon, on a vu que le seuil critique, c'est Z bar indice alpha et la statistique de test observé, c'est la différence m moins mu divisé par sigma, c'est racine de 1. Dans le cas de grand, si sigma n'est pas donné, elle est inconnue, on peut la remplacer par, dans TO, dans la formule qui nous permet de calculer TO observé, on peut remplacer sigma par S, par l'écart type de l'échantillon. Et les 4 types et les 4 étapes restent les mêmes. Donc on a toujours la même méthode. Dans le cas de grand échantillon, si sigma est connu, alors la statistique de test observé, c'est m moins mu, c'est sigma, c'est racine de m. Et si sigma n'est pas connu, on la remplace par s. Et TO devient m moins mu sur s, c'est racine de m.
Ces 4 étapes pour réaliser un test statistique sont communes aux différents genres de tests statistiques. Mais il faut faire attention. Là, la différence réside pour les tests dont le seuil critique n'est pas tout le même pour chaque genre de test, et aussi la formule qui nous permet le calcul de TO observé. Chaque genre de test a sa formule pour TO et a sa formule pour le seuil critique. Dans la suite, on précisera pour chaque situation le seuil critique et la formule permettant le calcul de TO observé. Considère maintenant un exemple de test de conformité, un test de comparer la moyenne M d'un échantillon à la moyenne mu d'une population. Donc, en 1980, le temps de réaction moyen à des stimuli visuels simples pour des étudiants en psychologie était de 200 millisecondes. On choisit cette année, au hasard, un échantillon de 36 étudiants de 20 ans consommés à la même expérimentation, afin de tester l'effet de Fly. Le temps de réaction moyen observé pour l'échantillon est de 180 millisecondes, avec un écart type de 10 millisecondes. On se propose de réaliser le test suivant. Tester au seuil de signifiance de 5% l'hypothèse selon laquelle la norme évaluée les années précédentes, c'est-à-dire mu, donc c'est 200 secondes, pour le temps de réaction moyen est toujours plausible. Donc ici on compare M, qui est ici la moyenne de l'échantillon, donc ici c'est 180 millisecondes, M, on la compare à mu, qui est égal à 200 millisecondes. Donc on a l'échantillon, la moyenne M de l'échantillon c'est 180 et son écart type S c'est 10 millisecondes. Donc on réalise le test, toujours en réalisant les 4 étapes. Voilà la solution donc. Donc première étape, M est égal à 1, ou M est égal à 180 et mu est égal à 200. Contre l'hypothèse alternative, M est différent de mu. Deuxièmement, puisque l'échantillon est de grande taille, M est supérieur à 30, alors la formule nous donnons, plutôt, le seuil critique dans ce cas, c'est Z bar indice alpha, qu'on calcule dans la table 2 de l'écart réduit de la loi normale réduite de santé, c'est 1,87. Troisième étape, la statistique du test observé est donnée par cette formule. Donc la différence entre M et mu divisé par S, l'écart type de l'échantillon divisé par racine de R. En remplaçant numériquement, on trouve que TO est égal à moins 12. Et enfin, la quatrième étape, la décision, si TO appartient à l'intervalle d'acceptation, on accepte, sinon on la rejette. TO appartient, ça veut dire que la valeur absolue de TO, qui est ici 12, est inférieure à 1,4. Ici, non, ici, la valeur absolue de TO, c'est 12, elle est supérieure à 1,87. Donc, TO n'appartient pas à l'intervalle d'acceptation. Donc, on rejette l'hypothèse nulle HO, l'hypothèse nulle H0 plutôt, H0, et on accepte l'hypothèse alternative HA, qui signifie qu'au risque de 5% de se tromper, la norme évaluée les années précédentes pour le temps de réaction moyen n'est pas toujours plausible. On parle maintenant de la notion de p-value en anglais et p-valeur en français. Pour un test bilatéral, elle est également définie pour un test unilatéral. Mais ici, pour ne pas compliquer les choses, on se restreint au cas de test bilatéral. Donc, P pour un test bilatéral, P c'est la probabilité, c'est cette probabilité, la probabilité que la valeur absolue de T soit supérieure ou égale à TO. T, bien sûr, c'est la variable aléatoire, c'est la statistique de test. C'est la variable aléatoire qui nous permet de calculer le TO observé. Remarque, l'hypothèse alternative dans un test, l'hypothèse alternative est notée soit H indice A, soit H indice 1. Deuxième remarque, relation entre la décision et la p-valeur.
Dans la décision, on a vu que si TO, euh, TO, TO en valeur absolue est inférieur au seuil, on accepte l'hypothèse nulle. Par contre, pour la p-value, c'est le contraire. Si p-value est supérieure à alpha, la probabilité, alors on accepte l'hypothèse nulle. Sinon, on la rejette. On va montrer ça schématiquement. Ici, voilà, dans le cas de test bilatéral, donc voilà, là, donc on calcule TO, observez, et la p-valeur, c'est cette surface, c'est la somme de ces deux surfaces. OK. Pour un test unilatéral, à droite, c'est cette surface. Pour un test unilatéral, donc pour un test unilatéral à droite, c'est cette surface. Et pour un test unilatéral à gauche, la p-valeur, c'est cette surface. OK. Ce schéma explique la relation entre la décision et la valeur et la p-valeur. Ici, voilà. Ici, donc, c'est TO. Ici, donc, c'est TO, la statistique du test observé. Ici, c'est le seuil critique, Z bar alpha. On remarque dans ce schéma que TO n'appartient pas à l'intervalle d'acceptation, qui est cet intervalle. OK. Donc, dans ce cas, l'hypothèse nulle est rejetée. Mais la surface alpha, c'est cette surface en gris foncé, la somme de cette surface et de cette surface. Et la p-valeur, c'est la somme de ces deux surfaces. On remarque que dans le cas de rejet, la p-valeur est inférieure à alpha. OK. Donc, on l'a expliqué schématiquement que si la p-valeur est inférieure à alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Et si la p-valeur est supérieure à alpha, alors on accepte. Dans le cas où TO est ici, alors la p-valeur, c'est la somme de cette surface et de cette surface, et elle est supérieure à alpha. On continue par les différentes situations de tests statistiques. Donc, on a considéré déjà le cas de grand échantillon. OK. Maintenant, on considère le cas où la loi X, la loi de la population mère, est normale. Dans le cas de grand échantillon, la méthode qu'on a présentée n'exige pas le fait que la loi de la population mère est normale. Okay. Mais dans le cas de petit échantillon, la loi de la population mère doit être normale. Si la loi de la population mère est normale et sigma est connu, on procède de la même façon, c'est-à-dire la même formule pour le T observé et la même formule pour le seuil critique. On passe maintenant à la notion de test de conformité unilatérale. Test de conformité unilatérale, de comparaison de la moyenne M d'un échantillon à la moyenne mu de la présence. C'est toujours un test appelé test de conformité. Mais c'est un test unilatéral. Donc, si dans le test de comparaison de la moyenne M de l'échantillon, la moyenne M de l'échantillon à la moyenne mu de la population, l'hypothèse alternative est soit M supérieur à mu, ou M est inférieur à mu, au lieu de M différent de mu. Dans le cas du test bilatéral, l'hypothèse alternative est M différent de mu. Dans le test, si l'hypothèse alternative est M supérieur à mu, on dit qu'il s'agit de test unilatéral à droite. Et dans le cas où le test, où l'hypothèse alternative est M est inférieure à mu, on dit qu'il s'agit de test unilatéral à gauche.
Pour réaliser un test unilatéral, on procède en 4 étapes, comme dans le cas de test bilatéral. Seulement, qu'est-ce qui change? Donc l'hypothèse nulle reste la même, mais l'hypothèse alternative change. Elle devient M supérieur à mi dans le cas de test littéral unilatéral à droite, et M est inférieur à mi dans le cas de test unilatéral à gauche. La statistique de test observé reste la même, elle se calcule par la même formule. Mais le seuil critique devient Z bar indice de alpha au lieu de Z bar indice alpha dans le cas de test unilatéral à droite, et devient moins Z bar indice de alpha dans le cas de test unilatéral à gauche. Ce principe dans lequel on remplace alpha par 2 alpha est commun pour tous les tests unilatéraux. On remplace alpha par 2 alpha dans tout test unilatéral. La décision se fait de la façon suivante, la 4e étape. Si la statistique de test observé est inférieure à Z bar indice de alpha, ça dans le cas de test unilatéral de droite. L'hypothèse nulle est acceptée, c'est dans ce cas. Si TO observé est inférieur à Z bar indice de alpha, et c'est critique. Et elle est rejetée dans le cas contraire. Pour le test à gauche, l'hypothèse nulle est acceptée, c'est TO est supérieur à moins Z bar indice de alpha. Et cette hypothèse nulle est rejetée dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où TO est inférieur strictement à moins Z bar indice de alpha. Exemple. Considère un exemple de test unilatéral. Donc ici, on reprend les données de l'exercice précédent. Et on se pose la question suivante. Le temps de réaction moyen a-t-il significativement diminué? Donc ici, on teste l'hypothèse alternative, c'est M est inférieur à mu. M est inférieur à mu. Donc c'est un test unilatéral à gauche. La solution, donc, l'hypothèse nulle, c'est M est égal à mu, ou M est égal à 180 et mu est égal à 200. Contre l'hypothèse alternative, M est inférieur à mu. Donc c'est un test unilatéral à gauche. Le seuil critique, donc, comme on a dit, puisque c'est un test unilatéral à gauche, puisque c'est à gauche, le seuil critique, c'est moins Z bar indice de alpha. En utilisant la table 2, on trouve que Z bar indice 0,1 de alpha, c'est 1,645. La statistique, comme on l'a dit, la statistique de test observé reste la même. C'est la même que dans le cas de test bilatéral. Donc, on l'avait déjà calculé dans le cas de test bilatéral, c'est moins 12. Et pour la décision, voilà, puisque TO est inférieur à moins Z bar indice de alpha, alors on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Donc, le temps de réaction moyen a significativement diminué au risque de 5% de ce temps. On passe maintenant au cas de test statistique dans le cas où la loi est normale, c'est-à-dire la loi normale de petit échantillon n est inférieur à 30, mais sigma est inconnu. Mais sigma est inconnu. Ici, qu'est-ce qui change? Ici, ce qui change dans les 4 étapes, c'est le seuil critique. Le seuil critique n'est pas Z bar indice alpha, n'est pas calculé dans la table 2, mais il est calculé dans la table 3 de l'écart réduit de la loi de Student. Donc l'expression permettant le calcul de taux observé reste la même. Seulement, bien sûr, puisque le sigma n'est pas donné ici, l'écart type de l'opération, on remplace sigma par S, c'est la même formule. Ce qui change, c'est le seuil critique. Considérez un exemple donc. Donc on prélève au hasard 10 comprimés d'un grand lot d'un certain médicament et on les pèse.
les poids de ces 10 comprimés en grammes sont les suivantes. Donc, les suivants. Donc, ici, on a un échantillon de taille 10. Okay. La question est la suivante. Le poids moyen observé, c'est-à-dire M, est-il compatible au seuil de confiance de 98%, c'est-à-dire au seuil de signifiance de 2% avec le poids moyen de 0,84 grammes. Donc ici, mu est égal à 0,84 et M, c'est la moyenne de cet échantillon. Donc on compare M à mu, c'est un seuil de conformité. Mais on est dans le cas de petit échantillon où la loi mère est normale et sigma est inconnu. Comment est-ce qu'on procède? Toujours les 4 étapes. Donc l'étape 1, toujours hypothèse nulle, le poids moyen observé est compatible avec le poids annoncé par le producteur. Cela veut dire que M est égal à mu. L'hypothèse alternative, c'est M est différent de mu. L'étape 2, la statistique de test observé se calcule par la même formule. M moins mu sur S, c'est racine de N. Donc il suffit de calculer M et de calculer M. S est donné et on remplace pour calculer le TO observé. Voilà donc M, on a fait contre 0,826. On calcule S, l'écart type de l'échantillon. Bien sûr, on divise par N-1 au lieu de N. On rappelle que si on divise par N, on dit qu'il s'agit de l'écart type empirique. Mais l'écart type de l'échantillon, on divise par N-1. Donc voilà, il suffit de remplacer. On trouve que TO, voilà, c'est M moins mu sur S, c'est racine de N. C'est moins 2,250. La troisième étape, le seuil critique. Ce n'est pas Z indice alpha. C'est pas Z bar indice alpha, c'est T bar indice alpha. Qu'on calcule dans la table 3 de l'écart réduit de la loi de Student. Donc étape 3, donc on calcule le seuil critique dans la table 3 de l'écart réduit de la loi de Student avec un degré de liberté n-9. Donc, en consultant, en utilisant cette table 3, on trouve que T bar indice 002, c'est 2,821. Et enfin, la décision, TO, elle appartient à cet intervalle, c'est-à-dire la valeur absolue de TO est inférieure au seuil critique. Donc, ici, on accepte l'hypothèse nulle H0, donc au seuil de 98%, le poids moyen observé est compatible avec le poids annoncé par le producteur. Voilà. On passe maintenant à la comparaison d'une proportion calculée P θ et une proportion vraie P. C'est-à-dire c'est un test de conformité concernant la proportion vraie d'une population. On continuera la séance prochaine, on s'arrête là, on continuera la séance prochaine. Donc, on résume ce qu'on a dit sur les tests de conformité d'une moyenne. Donc, on a considéré le cas de grand échantillon, c'est-à-dire N est supérieur à 30. Donc, peu importe la loi de la population mère, on a toujours les mêmes formules. Et dans le cas où l'écart type de la population n'est pas donné, on remplace dans la formule de TO sigma par S. Pour le seuil critique, on utilise la table 2 de l'écart réduit de la loi normale réduite, centrée. Ensuite, dans le cas de petit échantillon, si la loi de la population mère est normale et sigma est inconnu, alors dans ce cas, on n'utilise pas c'est la même méthode, seulement le seuil critique, on ne le calcule pas dans la table 2 de l'écart réduit de la loi normale réduite centrée. On le calcule dans la table 3 de l'écart réduit de la loi de Student, T bar alpha, en considérant le degré de liberté qui est égal à 1 moins 1. On s'arrête là et on continuera la séance prochaine. Merci de votre écoute.